Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. 16 novembre 2011, lycée Sevenol, au Chambon-sur-Lignon. Agnès Marin, 13 ans, manque à l'appel. Si les gendarmes pensent d'abord à une fugue, la famille de l'adolescente sait qu'il n'en est rien. Récit des recherches heure par celui qui a mené l'affaire, le lieutenant-colonel Bertrand Depierre. Vous écoutez Une enquête dans la peau, meurtre au pensionnat. Première partie. Je m'appelle Bertrand Depierre, je suis lieutenant-colonel de gendarmerie, j'ai 52 ans. Et le mercredi 16 novembre 2011, j'ai dû faire face à l'une des affaires les plus marquantes de ma carrière. Ce jour-là, une collégienne disparaît d'un internat aux confins de l'Ardèche. Si j'avais su en rentrant à l'armée que j'allais connaître ce type d'expérience, je pense que j'aurais peut-être choisi autre chose. Ce type d'affaire vous marque d'une façon indélébile. Lorsque vos enfants ont le même âge, à peu de choses près que la victime, forcément que ça laisse des traces et c'est des traces pour la vie. C'est des traces pour la vie. Je ne peux pas avoir d'état d'âme pendant la durée de l'enquête. Il n'y a qu'une chose qui est sous-tendue et dans l'esprit de tout le monde, c'est retrouver cet enfant. Agnès, 13 ans. Voilà. En novembre 2011, Agnès Marin, 13 ans, disparaît de son pensionnat. Elle a été vue pour la dernière fois vers 16h, dans le bourg de Chambon-sur-Lignon. 4 heures après la disparition, l'alerte. La soirée est avancée, je suis de permanence. Je reçois un coup de téléphone d'une patrouille qui est engagée sur le terrain. Patrouille constituée de 2 jeunes femmes qui m'appellent directement pour me faire état d'une disparition qu'elles considèrent inquiétante d'une jeune fille du lycée-collège du Chambon-sur-Lignon. Nous, Agnès, on l'avait vue à midi, on avait déjeuné avec elle. Elias, ancien interne au collège Sevenol. Donc l'après-midi s'est écoulé et le soir, on revient en heure d'études. Et c'est à ce moment-là qu'on entend crier il manque une élève. Ça commence à donner de l'information dans les couloirs. Les surveillants demandent est-ce que vous avez vu Agnès, elle est pas là. Tout le monde commence à s'affoler un petit peu. L'heure d'études finie. Donc c'est l'heure du dîner, on sait vraiment pas où elle est. Là, les gens se mobilisent un peu plus, ça appelle les gendarmes. On se demande vraiment ce qui se passe. Et la soirée commence à devenir un peu bizarre. Quelque part, le coup de téléphone qu'elle me donne me laisse imaginer une relative inquiétude et qui ressemble à un début d'appel au secours. Ce soir-là, je sens le caractère d'urgence, de par probablement l'heure tardive de l'appel, après 20 heures, après 6 heures de disparition, et que nous étions à une période de l'année où la nuit tombe vite. Nous sommes dans des zones un peu retirées, de moyenne montagne, très isolées, très froid, confins de l'Ardèche. Et l'atmosphère y est forcément très particulière. Et une enfant de 13 ans et demi qui disparaît dans une contrée que je sais être relativement hostile, en tout cas par le climat. Tout invite en fait à ce que j'aille voir par moi-même.
La seule description qui m'est faite d'Agnès à ce moment, durant la première soirée, c'est une jeune fille de 13 ans et demi, aux cheveux mi-longs, plutôt jolie, avec des yeux clairs. Agnès, c'était quelqu'un de très chaleureuse, très vivante, très drôle. Et en même temps, c'était aussi une adolescente de 13 ans, rebelle, qui, comme chaque adolescent de 13 ans, a envie de refaire le monde à sa sauce et n'utilise pas forcément les bons outils. Suite au coup de téléphone, je demande l'engagement des moyens, maître de chien, et je décide de quitter la maison et de rejoindre le Chambon-sur-Lignon. J'ai à peu près 45 minutes de route. On n'imagine pas le pire, en fait. On n'imagine pas le pire. On sait que ça peut, et c'est ce qui décide mon engagement. Mais on est forcément persuadé que, comme les 99 autres fois, cette disparition qu'on a sentie inquiétante à un moment trouvera une issue favorable où ici ce sera une fugue, une autre fois ce sera un contexte familial compliqué, mais en tout cas où on n'aura pas cette issue. 5 heures après la disparition, les premières recherches. Le dernier moment où Agnès a été vue, en tout cas c'est ce qui nous est rapporté d'emblée par une de ses amies, Estelle, c'est le bourg. Estelle nous désigne un endroit bien précis où elle se serait quittée aux alentours de 16 heures. Et donc on fait travailler le chien et son maître de façon à essayer de tracer un itinéraire, de confirmer que Agnès était bien là. J'observe ici et là, parce que forcément ça a suscité la curiosité dans l'après-midi, ici et là quand même quelques vieilles personnes qui sont derrière leurs fenêtres et qui nous observent. Pendant que certains gendarmes cherchaient en ville, accompagnaient certains élèves pour trouver des traces d'Agnès, nous, de manière informelle, du coup, un groupe d'élèves dont je faisais partie s'est lancé du coup à la recherche dans la forêt, à aller super loin, à aller dans des endroits où c'est marécageux, en se disant elle aurait pu être là, perdue avec des talons dans le noir, sans téléphone portable, est-ce qu'elle aurait pu être là Et je sais que les derniers, il y avait 2-3 élèves qui étaient partis avec les gendarmes, qui sont revenus à 3-4 heures du matin parce qu'ils étaient en ville, à faire des tours et des tours pour essayer de la trouver. Les fenêtres se sont fermées, les portes également. Il n'y a plus un qui vive, en tout cas en apparence. Et il est bien trop tard pour continuer les recherches, puisque le chien n'a pas donné de piste suffisamment crédible. Ce que je découvre d'Agnès à ce moment-là, c'est une enfant tout à fait normale, qui a été scolarisée là par ses parents, par sa famille à un moment donné, l'année passée, qui est une enfant normale et dont les parents ne comprennent pas la possible fuite, possible fugue. Agnès, elle n'aurait jamais fugué. Nous savions tous qu'elle ne nous laisserait pas sans nouvelles et dans l'angoisse. Nous le savions. Solange Marin, grand-mère d'Agnès. Donc, c'est qu'il lui était arrivé quelque chose. On n'y croyait pas à la fugue. Évidemment, les gendarmes se sont posé la question. Évidemment, mais non. C'était vraiment qu'elle était retenue quelque part ou qu'il lui était arrivé quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'était beaucoup plus angoissant. 19 heures après la disparition, les rumeurs. Le lendemain matin, je repars sur le site du collège en donnant rendez-vous à la patrouille engagée la veille au soir. Et je me trouve au centre de ces bâtiments qui sont répandus sur une zone très étalée. On ne sait pas véritablement où aller.
sachant que je n'ai pas d'interlocuteur, le directeur étant absent. Je me positionne spontanément au centre de tous ces bâtiments. Et j'ai les enfants qui, les uns, les autres, isolés ou par petits groupes, vont aller, venir à mon contact. Une des rumeurs qui circule le plus, c'est un colis qu'Agnès aurait reçu. Un colis qui aurait contenu des champignons hallucinogènes. Ce que je ressens encore plus fortement, m'étant disposé au milieu de cet établissement, c'est qu'il faut absolument entendre le maximum d'enfants pour coucher sur papier ce qu'ils ont à dire, de façon à ce qu'on puisse en faire le tri. Et il y a une rumeur qui est rapportée d'un jeune qui serait revenu de la forêt la veille au soir, égratigné. Désigné en tant que quoi? Comme quelqu'un d'intéressant à suivre, suspect entre guillemets, mais cette version-là que j'entends bien sûr, je l'entends au milieu de plein d'autres. Le jeudi matin, je suis devant ma classe en train d'attendre que mon cours commence et je suis assis par terre et devant moi dans le couloir il y a Mathieu qui passe. Et en fait la veille j'avais pas vu la griffure moi de mes propres yeux, j'avais pas fait attention et là je la vois cette griffure et je lui demande qu'est-ce qui t'est arrivé. Et à ce moment-là il me répond je me suis fait mal devant l'accueil de l'établissement, je suis tombé. Et en fait à ce moment-là je me dis c'est bizarre parce que hier il a dit autre chose. Il repart et moi je vais voir cet ami qui lui avait parlé la veille et je lui dis voilà, il m'a donné une autre version de comment il s'est fait une griffure. Donc du coup le cours commence, nous on va dans les toilettes et on parle au lieu d'aller en cours, on se dit il y a un truc qui cloche un petit peu. Et j'avais un peu une boule au ventre à ce moment-là, je me sentais un peu mal. Et à ce moment-là du coup avec cet ami on est allé voir le CPE de l'établissement et en rentrant dans le bureau il y avait 2 gendarmes à l'intérieur. On leur a dit du coup ce qui venait de se passer, le fait que Mathieu avait donné 2 versions différentes de comment il s'était fait une griffure. C'était 2 ou 4 coups de griffure sous l'œil. Non, c'était pas une griffure du branche, c'était quelque chose qu'il avait réellement écorché. J'écoute tous ces jeunes qui viennent les uns après les autres et en même temps que je les écoute d'une oreille, j'observe des mouvements incessant, et en particulier un. Ce manège qui a été le sien était suffisamment étrange pour que je m'intéresse à sa personnalité. J'ai l'impression de quelqu'un qui s'approche dès lors que certains vont parler, ou que je vais parler, pour entendre, mais qui ne cherche pas à être à mon contact, qui ne fera que passer pour entendre et aussitôt aller un petit peu plus loin. Son attitude m'interpelle et me laisse à penser qu'il a quelque chose à nous dire. Et qu'il faut qu'il nous le dise. 20 heures après la disparition, les auditions. Le jeudi, donc du coup le lendemain de la disparition d'Agnès, moi comme d'autres élèves, donc on était un petit groupe de 10, on a été un par un convoqués à la gendarmerie. C'était un interrogatoire général pour avoir le maximum d'informations et en savoir un peu plus sur les personnes avec qui ils avaient affaire et du coup l'entourage d'Agnès et comprendre un peu est-ce qu'elle faisait des bêtises. Parmi les enfants qui sont entendus à la brigade ce jour-là, il y a Estelle. Estelle, c'est elle qui nous avait dit la veille avoir été avec Agnès jusqu'à 16h30. Mais là, au moment où on l'interroge, elle finit par avouer qu'elle a couvert sa copine. C'est-à-dire? Elle n'a effectivement pas quitté Agnès
à 16h au centre-bourg de Chambon-sur-Lignon. Agnès lui avait demandé de faire cette déclaration de façon à pouvoir tranquillement aller se promener en forêt. La seule certitude, lorsque nous remontons le temps à ce moment-là, donc le jeudi en milieu de journée, c'est que la veille, le mercredi, elle était au réfectoire et qu'elle aurait quitté le réfectoire vers 12h30. Dans l'esprit de l'enquêteur, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est indiscutable, de façon à pouvoir se projeter concrètement pour remonter le temps. Chacun est doté de photos, une photographie la plus récente d'Agnès à notre disposition, et ce qui me permet de mettre en œuvre dès le début d'après-midi les recherches sur 2 zones séparées qui étaient les plus boisées, les plus accidentées, les plus denses du secteur et qui pouvaient permettre à la fois à un jeune de fuguer ou bien à d'autres d'avoir commis quelques exactions cachées loin de l'établissement. 30 heures après la disparition, le père d'Agnès. Le premier contact que j'ai avec le père d'Agnès est téléphonique et me prévenant en fait de son arrivée imminente. Je prends tout de suite la mesure qu'il veut être présent sur le terrain au plus près. Et forcément que ça ne simplifie pas les choses, mais c'est pas grave. Ils ont leur place et c'est normal qu'ils soient là. Je sens quelqu'un de très présent, très impliqué, très inquiet bien sûr. Ils prennent le train depuis Paris le jeudi matin. Et de fait, ils seront accueillis dans la soirée du jeudi, peu avant la nuit. Le père d'Agnès a le même âge que moi. Et lorsqu'il arrive, effectivement, qu'il me fait face, on est dans une autre relation. Agnès, sa fille, prend le visage, pas seulement d'une photo, prend le visage humain de ses parents. Et donc, à partir du moment où ils sont cette fois-ci en face, on a passé à une autre étape, bien sûr. En les entendant, je suis obligé de comprendre pleinement leurs propos, parce que moi aussi, je suis père. Au moment de cette histoire, mon aîné a le même âge, ou presque, à 1 an et 1 jour près, qu'Agnès. Là, pour le coup, on fait une transposition. On est obligé de se voir dans la même situation. On se voit très facilement, en fait, dans une situation inverse où on se sentira en droit de demander beaucoup aux enquêteurs. Et donc, je l'accepte d'emblée. 24 heures après la disparition, l'apparition d'un suspect. Pendant ces interrogatoires, des doutes apparaissent autour de l'élève que j'avais remarqué le jeudi matin dans la cour. À partir du moment où nous avons des déclarations de jeunes collégiens et lycéens qui nous déclarent que Mathieu a été vu partir avec Agnès, alors que dans le même temps, lui-même nous fait des déclarations qui commencent à être contradictoires, on comprend qu'on a forcément autour de cet individu quelque chose à gratter, quelque chose à fouiller. Au départ, Mathieu nous montre beaucoup de distance par rapport à Agnès, la présentant comme une jeune fille d'un âge beaucoup plus jeune que lui. Donc, il nous laisse à penser que c'est une jeune fille qui ne l'intéresse pas, avec laquelle il n'a pas plus de relations que cela. Avec Agnès, on faisait partie d'une bande. Et Mathieu, en l'occurrence, lui, il nous dit qu'il avait 19 ans, alors qu'il en avait 17. Et il faisait un peu le grand, en fait, du coup, dans ce groupe. C'était lui qui connaissait tout ce qui se faisait sur les champignons hallucinogènes. Il se la jouait aussi hacker, Internet. Moi, il me réparait mon ordinateur quand il avait un bug et tout. Au fond, c'était quelqu'un de gentil. Enfin,
mais de bizarre. Enfin, il avait son style un peu gothique, renfermé sur lui-même. En même temps, à nos âges, tout le monde se cherche. Des personnes comme ça, il y en a partout. Ce qui est marquant dans sa personnalité, c'est l'attitude qui est relativement droite et rectiligne. Un regard qui se veut franc, mais dès lors qu'on le creuse, qui est assez vide. Il a 17 ans et demi. Donc à 17 ans et demi, on n'imagine pas ce à quoi on va devoir assister dans les heures et les jours qui suivent. Au fur et à mesure des auditions qui sont menées, Mathieu nous évoquera une première version qui consistait à dire qu'il est allé se promener seul en forêt, puis une deuxième par laquelle il était accompagné d'un ami parisien avec Agnès, puis une troisième où il est allé fumer un joint de cannabis avec elle, à un endroit qu'on imaginait être près d'une rivière, puisque les jeunes s'y rassemblaient assez souvent. Puis il nous dira qu'il était avec elle et qu'ils se sont disputés sur une revente potentielle de champignons hallucinogènes. Pour finir, il évoquera une dispute entre eux. Au fur et à mesure que Mathieu vous présente des versions différentes, vous orientez les recherches sur le terrain en fonction de ces versions, c'est ça? Cela nous oblige à les prendre en compte et à orienter les recherches sur tel ou tel point qui pourrait ressembler à ce qu'il décrit ou à ce qu'il évoque. Lorsqu'il est décidé de le placer en garde à vue, c'est là qu'on s'intéresse à son passé judiciaire éventuel. Nous ne l'apprendrons pas immédiatement. C'est au fil des heures que l'information commence à nous venir. Et ce n'est seulement que le soir que j'aurai connaissance réellement de ses agissements passés. Il s'agit d'un jeune qui, bien que mineur, a commis ce qui a été qualifié par le passé dans une affaire pas encore jugée à l'époque, qualifié d'agression sexuelle. Il avait été placé en détention provisoire durant environ 4 mois. Il avait donc été relâché pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de discuter. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour, adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Sarah Carpentier et réalisé par Sarah Carpentier et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.